nos mémoires. On retrouve Marie-Gwen Carichon. Bonjour à tous, bienvenue sur votre chaîne de podcast préférée. Vous êtes bien sur Storia Voce pour une émission de la rubrique Nos mémoires. Tout le monde connaît le roi Arthur et les histoires, les légendes qui l'entourent. Tristan et Iseult, Merlin l'Enchanteur, la quête du Graal. Mais qui sait vraiment d'où viennent ces légendes ? Qui sont les différents auteurs de cet imaginaire, de ce monde merveilleux ? Est-ce qu'ils se sont inspirés de personnages historiques qui ont vraiment existé ? Est-ce que le roi Arthur a existé ? Est-ce qu'on peut déceler à la lecture de ces histoires des indices ou des éléments qui témoignent du contexte religieux et politique pendant lesquels elles ont été rédigées ? Les romans arthuriens, reflets, modèles d'une société. Bonjour Martin Aurel. Bonjour Marie-Gwen. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Vous êtes historien médiéviste, spécialiste notamment de l'histoire de l'Occident entre le Xe et le XIIIe siècle. Mais vous m'avez dit tout à l'heure que vous aviez quand même une préférence pour le XIIe siècle. Et vous êtes surtout, avec Michel Pastoureau, l'auteur d'une édition augmentée et annotée des écrits arthuriens aux éditions Quarto Gallimard, donc le titre « Les Chevaliers de la Table Ronde ». Et dans ce volume, plusieurs récits, plusieurs écrits que vous analysez, que vous commentez sur cette légende arthurienne. Alors, il faut savoir que ces récits, ils ont avant été traduits du latin, de l'ancien français ou du moyen gallois vers le français plus moderne pour que nous, on puisse lire avec facilité ces histoires, traduits donc par d'autres confrères, d'autres spécialistes. Et donc, tous ces écrits racontent les aventures d'Arthur et plus généralement des chevaliers de la Table Ronde. Le premier texte du roi Arthur, Martin Aurel, quel est-il ? Est-ce que vous l'avez vu ? Est-ce que vous l'avez eu entre possession ? Le premier texte qui parle de ce roi légendaire. Le premier texte, non, je n'ai pas touché le manuscrit. Je ne sais pas si à la Bibliothèque nationale du Pays de Galles, à Aberystwyth, on me la laissera toucher, consulter. Mais le premier texte qui mentionne explicitement Arthur est un poème, une élégie funéraire, c'est-à-dire un texte où un barde évoque la mémoire d'un certain nombre de membres d'une tribu du pays d'Édimbourg, de l'Écosse actuelle. À l'époque, on parlait plutôt de la Calédonie, de la Calédoine. Et ces guerriers, ce sont des Gododines, le nom de leur tribu, font un raid vers le sud contre des peuples anglo-saxons. Et dans ces poèmes, donc, plusieurs d'entre eux ont été tués. Donc le barde, le poète, imagine une très très belle ode, élégie funéraire pour commémorer leur mémoire. Et tout à coup, il dit, il y en avait un qui tuait, en fait, il ne dit pas tuer, il est beaucoup plus poétique que cela, qui donnait en pâture aux corbeaux les cadavres des ennemis. Et il était comme un mur infranchissable, il était seul à la bataille, sur le front. Et tout à coup, cette comparaison. Et pourtant, il n'était pas Arthur. Nous sommes en 570. Est-ce que Arthur est un être mythologique ? Donc on peut faire une sorte de comparaison hyperbolique, extraordinaire, une sorte de demi-dieu, un héros. Ou bien est-ce que c'est quelqu'un qui a réellement existé, qui s'est battu en chair et en os contre les anglo-saxons. Donc je rappelle pour mémoire, nous avons des Bretons, c'est-à-dire des populations celtiques de Grande-Bretagne, et on est en 570, une période où depuis un siècle et demi, les Jutes, les Angles, les Saxons ont traversé la Manche, la mer du Nord, depuis le Jutland, depuis la Frise, et petit à petit, ils grignotent le territoire de la Grande-Bretagne au détriment des populations celtiques, des populations bretonnes. Alors pourquoi on dit la Bretagne armoricaine, la Bretagne continentale française ? Tout simplement parce qu'un certain nombre d'entre eux, même très nombreux, ont émigré pour fuir cette invasion et ils se sont retrouvés en Basse-Bretagne, donc le Finistère actuel, et puis tout le golfe du Morbihan, etc. Bon, une grande partie de la Bretagne actuelle, qui traditionnellement parlait à peu près la même langue que les Bretons de Grande-Bretagne, mais vous avez aussi beaucoup de Bretons qui décident de se réfugier au Pays de Galles.
qui résistent et qui conservent leur langue. Et puis vous avez les Celtes qui n'ont jamais été réduits, y compris par les Romains, qui sont les Celtes au nord du mur d'Adrien, les Écossais, les Scots, les Pictes, toutes ces tribus. Donc vous voyez, on est dans un contexte très particulier de lutte des autochtones contre les envahisseurs germaniques. Donc ça, c'est le contexte du premier écrit qui mentionne Arthur. Absolument, c'est ces premiers poèmes qui est un peu une sorte, comme on dit d'une façon un peu pédante, un apax, c'est-à-dire c'est exceptionnel, ça apparaît tout à coup dans ce texte en langue galloise, composé par un barde en langue bretonne, mais vous avez aussi des poèmes beaucoup plus, comment vous dire, beaucoup plus fictifs, une dizaine de poèmes, écrits aussi à la même époque, des poèmes courts, qui racontent par exemple des navigations extraordinaires, des navigations où Arthur, dans sa nef, Prydain, traverse l'Atlantique et il se retrouve dans une île fortunée, une île extraordinaire, où on va l'empêcher d'entrer, sauf s'il résout une énigme, s'il donne la bonne réponse aux questions du portier. Une fois il réussit à entrer dans cette île, il doit subir des épreuves, se battre contre des géants, contre des nains, contre des sorcières, comme la sorcière noire de l'île d'Anglésie, au nord du pays de Galles. Et une fois il accomplit ses exploits, il peut récupérer des talismans, des épées magiques, ou surtout de chaudrons d'abondance, où vous pouvez tremper des épées, elles deviennent invincibles, où vous serez toujours nourri par ce chaudron qui vous donne une force surnaturelle, et puis vous revenez dans le monde des mortels. Ce qui est intéressant, là encore, c'est qu'il y a cette dimension très mythologique. Qu'est-ce que c'est qu'un mythe, au sens primitif, premier? Un mythe, c'est un récit offert aux dieux, au cours de cérémonies religieuses. Et par ces récits, par ces contes, eh bien, vous êtes en train de rappeler les exploits que tel ou tel héros surnaturel a accompli dans le passé. Et c'est un peu le sens de ce personnage extraordinaire de l'au-delà. Bon, c'est pourquoi, personnellement, même si c'est très controversé, je ne crois pas beaucoup à l'existence d'un Arthur historique. Vous allez me dire, oui, mais Roland non plus, si on n'avait pas eu une petite phrase dans les Annales royales qui disait qu'il était cousin de Charlemagne, qu'il avait été marquis de la petite Bretagne armoricaine, cette fois-ci, on aurait toujours cru que c'était un personnage qui n'a jamais existé, alors qu'on sait qu'il a une réalité historique. Donc, mais bon, pour Arthur, malheureusement, nous n'avons pas ce texte fondateur contemporain du VIe siècle. On a un texte d'un évangélisateur de la Bretagne armoricaine qui s'appelle Gilda de Ruys, le fondateur du monastère de Ruys, de la Trinité, sur mer. Eh bien, c'est moine breton qui a écrit un ouvrage qui s'appelle La décadence et la destruction de la Bretagne. Et il dit, et il est contemporain des événements, qu'il y avait Ambroise Aurélien, Ambrosius Aurelianus, donc vous voyez, ce n'est pas Arthur, mais c'est un personnage qui est profondément romain, qui a remporté la bataille du Mont Badon, et il nous dit aussi qu'il a été battu à Camlan. Ce qui est intéressant, c'est que cet Ambroise Aurélien, qui est et lui-même dit qu'il appartenait à la catégorie décuriale ou sénatoriale, puisque il était habillé de pourpre, qui est l'écarlate, qui est la couleur des élites dirigeantes romaines, donc profondément romanisé. Donc il nous dit que c'est ces personnages qui ont remporté ces batailles. Pourquoi à un moment il y a un transfert de ces personnages à Arthur? Là encore, c'est un des grands mystères sur lequel on peut débattre pendant des heures. Le titre de votre livre, c'est Les Chevaliers de la Table Ronde, roman arthurien. Donc, ils n'ont pas, en tout cas, vous exprimez bien le fait qu'ils n'ont pas prétention à être un récit d'histoire. Est-ce que dans ce livre, vous proposez tous les romans arthuriens qui ont été écrits sur le sujet ? Non, ça aurait été impossible. Il faudrait 10 mètres linéaires d'étagères pour mettre tous les romans et éditer à caractère 10 pratiquement. C'est un puissant fond, c'est une littérature d'une richesse extraordinaire.
Et jusqu'à nos jours, vous avez des grands écrivains comme Michel Rio, par exemple, qui ont repris cette tradition arthurienne et qui la remettent au goût du jour. Au Moyen-Âge, on disait que c'était une matière de Bretagne, comme la matière de Rome, comme la matière de France. La matière de France, on en a un peu parlé, c'est Roland, c'est Charlemagne, c'est la chanson de geste. La matière de Rome, ce sont les grands cycles de la mythologie gréco-romaine, le roman d'Alexandre, les Argonautes, et Oedipe Roi. Donc tout cela est remis en langue romane, hein. C'est pourquoi on parle de roman. C'est très important. Pour nous, le roman, c'est le genre littéraire par excellence. C'est lui qui nous fait passer de meilleurs moments. Enfin, bien sûr, on aime beaucoup le théâtre et la poésie, mais la plupart du temps, nous lisons des romans. Or, le terme roman est inventé au XIIe siècle, alors qu'on transforme en langue romane, c'est-à-dire issue du latin, la langue des Romains, les textes latins et même les textes grecs qui avaient été au préalable traduits en latin, comme la geste d'Alexandre le Grand, d'après le pseudo-Callisthène. Mais très vite, du côté de Naples, au Mont Cassin, on a fait des traductions latines. Donc les gens savaient que ces textes existaient, mais il n'y avait que les prêtres, pratiquement les clercs, qui savaient le latin. Et pour les rendre accessibles à tout le monde, on les a transférés de la langue savante, la langue de la liturgie aussi, du christianisme en Occident, à la langue parlée, la langue vernaculaire. J'aime pas trop vulgaire parce que c'est très péjoratif. Et donc c'est ça le roman. Alors les romans arthuriens, parce que autour du roi Arthur, il y a donc cette matière de Bretagne qui a été retravaillée, réécrite, réutilisée. Il y a le grand Chrétien de Troyes, le plus grand romancier français du Moyen-Âge, qui, autour de 1170, il dit « j'ai une matière », en l'occurrence la matière qui m'a été imposée par un peu ma mécène, Marie, la fille de Louis VII et d'Aliénor d'Aquitaine, devenue comtesse de Champagne. Il travaille à Troyes. Marie m'a demandé de raconter l'histoire d'Arthur, de Lancelot et de la femme d'Arthur, Guenièvre. Et cette matière, moi, je veux lui donner une conjoncture, comme il dit, c'est-à-dire un style, des mots particuliers, une intrigue, un genre littéraire. Donc, c'est tout cela que fait mais ces gens, l'auteur, mais ces gens ont le sens d'être des auteurs au sens médiéval du terme. Hein. Auteur, ça vient d'augmenter, augere, l'autorité, vous voyez, parce qu'ils ont conscience qu'ils réutilisent des récits plus anciens, qu'ils les remettent au goût du jour, en syntonie avec le goût de leurs contemporains. Et ils les transforment évidemment beaucoup. Hein. On est, par exemple, l'histoire la plus mythologique qu'il soit, la plus nodale du paganisme celtique, et celle de l'éternel retour. C'est le cycle. Nous vivons dans des climats où nous avons besoin, après l'hiver, de la reverdie, du retour en force du printemps. Et depuis toujours, les Indo-Européens, ou les premiers à avoir peuplé l'Europe, insistent sur le rapt, le ravissement d'une femme, en l'occurrence Gwen, la blanche, Gwenifère, la fée blanche, donc Guenièvre. Et cette femme donc qui est séquestrée par un esprit mauvais, un esprit hivernal, tout comme la végétation disparaît et la terre devient inféconde pendant des mois en Occident à cause de l'hiver, eh bien il faut que son mari aille la récupérer, aille l'élargir, la libérer de cette puissance maléfique, puisqu'elle est sous terre, en attendant qu'à nouveau, il y ait la floraison, il y ait la reverdie de la nature au printemps. Vous voyez, donc c'est ce mythe que vous trouvez, bien sûr, dans le monde gréco-latin. Arthur, c'est la même chose. Il doit récupérer Guenièvre des mains de Melvas, qu'il a prise. Alors, qu'est-ce que fait Chrétien de Troyes au XIIe siècle, de ces anciennes, très très anciennes histoires ? Lui, il va vous dire, Lancelot devient un personnage positif, même si Chrétien, il dit, je suis prêtre, l'adultère, c'est pas bien, mais c'est Marie de Champagne, ma patronesse, qui m'a dit d'écrire cette histoire, et d'ailleurs, il l'a jamais fini. Donc, on le sent très mal à l'aise, hein, parce que Chrétien aime les valeurs
chrétienne dans le mariage. Et en fait, pour lui, l'amour courtois, c'est Lodine et Yvain, c'est Rec et Enide. Ce sont des couples parfaitement mariés devant l'Église et devant le peuple. Donc, et c'est là que l'amour courtois se développe. Donc, mais là, il fait une exception. Mais cette exception est aussi déterminée par ces récits, ces mythes extrêmement anciens. Vous avez parlé de cette histoire d'Arthur un peu comme une matière que les écrivains, que les bardes, les poètes vont exploiter. Et en fait, on va voir, et notamment quand on lit les romans que vous mettez en avant, une évolution de la figure d'Arthur. Vous parlez d'un retournement de la culture folklorique, par exemple, où Arthur, dans certains romans, est dominé par le saint. Donc en fait, il y a une christianisation du récit, des romans arthuriens. Oui, à un moment, à la fin du XIIe siècle, on voit cette diffusion de la géographie des villes latines, des saints, évangélisateurs, missionnaires de la Grande-Bretagne. Et à un moment donné, que ce soit Efflam, que ce soit Gilda de Ruys, eh bien tous ces saints rencontrent Arthur à un moment ou à un autre. Parce que c'est un roitelet un peu vicieux, cupide, qui veut par exemple voler à l'un de ses saints son hôtel portatif pour faire la fête, pour banqueter. Bon, l'hôtel, cet hôtel qui se déplace tout seul, rejette la nourriture. Ou bien Arthur est incapable de maîtriser un dragon, comme du côté de Perros-Guirec, Saint-Efflam. Lui, il arrive, Arthur lui dit, moi je suis incapable de le faire, et Efflam le maîtrise. Efflam réussit à l'apprivoiser et à lui donner la liberté avant de partir. Donc le dragon crache du feu et du sang. Et la roche du nord de la Bretagne devient ce granit rose. Vous voyez, grâce à... Donc, il y a aussi un enracinement local dans la toponymie, les noms des lieux, dans les sites arthuriens qui est très, très importante. Donc, toutes ces histoires, qui sont des histoires folkloriques, mythologiques, anciennes, on les a mises en latin à un moment donné pour mettre en valeur l'évangélisateur, le saint missionnaire. Et il y a un moment fondateur un peu pour l'histoire de ces romans arthuriens, c'est au XIIe siècle, vous parlez beaucoup de Geoffroy de Monmouth, qui lui, vous dites, rend accessible Arthur aux écrivains du continent et qui va publier l'histoire des rois de Bretagne. Alors lui, qu'est-ce qu'il veut faire d'Arthur ? Geoffroy, c'est un personnage extraordinaire. En fait, nous l'appelons l'Historia Regum Britanniae, l'histoire de roi de Bretagne. Mais lui-même, quand il parle de son livre, il dit « J'écris la geste des Bretons ». C'est un breton bretonnant. Il sait le breton parfaitement parce qu'il vit au Pays de Galles, à Monmouth. Mais on est presque certain que son père vient de Dol de Bretagne. En 1066, les Normands conquièrent et l'Angleterre, le pays des Anglo-Saxons, mais aussi le sud du Pays de Galles. Et ils amènent avec eux des Bretons, des Poitevins, des Bourguignons, enfin des continentaux. Et parmi eux, il y a Winoc de Dol, un grand seigneur du nord de la Bretagne, presque à la frontière de la Normandie, et probablement le père de Geoffroy appartenait à ce groupe. Autrement dit, c'est quelqu'un, de par sa famille, armoricaine, qui parle déjà le breton, qui est familiarisé avec la langue bretonne, et quand il arrive au Pays de Galles, il voit qu'il y a des gens qui parlent pratiquement la même langue que lui, et dont il comprend parfaitement les histoires. Et en même temps, il évolue, parce qu'il est à Oxford pour ses études, donc il est en Angleterre déjà dans un milieu où il a affaire à des snobs, des Anglais tels qu'on se les imagine, extrêmement méprisants envers les Gallois, envers les Bretons, qui lui disent tout le temps « mais vous avez été écrasés, mais regardez notre grand saint, Bède le Vénérable », ou le roi Alfred, des grands anglo-saxons, qui ont dit Squizidor de Séville, le grand encyclopédiste du début du Moyen-Âge, disait sur l'étymologie du terme breton, ça vient de brut, parce que vous êtes tous des abrutis. Même Chrétien de Troyes, qui est un grand personnage, quand il parle des Gallois, des Bretons, il dit gallois et par nature, il parle de Perceval, bien sûr Perceval un peu niais, comme on dit à l'époque, un ancien français, un peu bébête, naïf,
gallois est par nature aussi bête que bête en pâture. Hein. En gros, c'est ça. Donc, et Geoffroy est scandalisé, il dit, mais attendez, nous sommes porteurs d'une très grande civilisation. Nous avons battu les ogres, les géants qui peuplaient la Grande-Bretagne. Nous sommes des Troyens, les origines troyennes des grands peuples comme les Romains. Et nous avons préféré la liberté plutôt que de succomber à l'esclavage, certes très, très douillet et très confortable, des Achaéens. Et nous sommes allés jusqu'au bout du monde, jusqu'à la Bretagne que nous avons colonisée. Donc nous sommes porteurs d'une très très grande civilisation. Et Arthur a été notre plus grand roi qui a fait l'expansion des Bretons partout en Occident. Donc Arthur, en fait, il est idéologiquement utilisé pour servir les intérêts des Bretons dans un certain contexte politique. Tout à fait. C'est le cas de Geoffroy de Monmouth, c'est tout à fait juste. Il est en train, en plus, chronologiquement, c'est très intéressant parce qu'il est créé en 1136-1137 et c'est un moment où les pauvres Normands, les Anglo-Normands, les Anglais et les Normands, ils basculent dans une guerre civile terrible parce qu'il y a deux successeurs du roi Henri Ier qui meurt en 1135. D'un côté, vous avez l'impératrice Mathilde, qui est la fille, qui est l'héritière, mais c'est une femme, donc les hommes n'aiment pas trop ça. Et puis d'autre part, vous avez son cousin germain, Étienne de Blois, qui se battent pour le trône de Henri Ier. Et un des appuis de l'impératrice Mathilde est son demi-frère, un fils illégitime d'Henri Ier, roi d'Angleterre, qui s'appelle Robert de Gloucester. Et Robert de Gloucester a des domaines au pays de Galles, au sud. Et il passe une alliance avec les Gallois pour se battre contre Étienne de Blois. Alors, si on lit entre les lignes, comme si c'était un roman à clé, l'histoire de roi de Bretagne, on voit que Mordred, le traître qui combat Arthur, c'est son neveu, comme Étienne de Blois. Et il y a une femme aussi qui a trahi, tout comme un des Gallois a été trahi à l'époque contre les Anglo-Saxons par une femme, par son épouse. Donc il y a des petits messages, mais ce qui est intéressant, c'est que Robert de Gloucester, qui mène les troupes de l'impératrice Mathilde, d'ailleurs les femmes sont toujours très bien considérées, à part Guenièvre, dans le roman de Geoffroy l'histoire de Geoffroy de Monmouth, ce sont des héroïnes ou ce sont des grandes législatrices, donc parce qu'il veut montrer que les femmes peuvent gouverner très bien. Et Robert de Gloucester a remporté une grande bataille contre Étienne de Blois, appuyé par des troupes galloises, bretonnes, la bataille de Lincoln en 1140. Donc il y a un arrière-plan idéologique, oui, dans l'écriture de cette histoire très orientée des rois de Bretagne. Et vous dites du roi Arthur, je vous cite que c'est un personnage éminemment politique. Alors il n'a pas existé selon vous, mais par contre c'est un personnage éminemment politique. Oui, parce qu'il est récupéré au XIIe siècle, même si il est censé avoir vécu au début du VIe siècle, 6 siècles après, on se met à le récupérer pour en faire le héros de la résistance bretonne, galloise, ou le héros de l'impératrice Mathilde contre les partisans d'Étienne de Blois. Donc, et puis, ce qui sera le comble, ce qui sera l'ineffable, enfin quelque chose qu'on ne peut pas faire. C'est l'affreux Édouard Ier, roi d'Angleterre, quand il conquiert le pays de Galles et l'Écosse, ou une partie de l'Écosse, il s'approprie le roi Arthur en disant « Attendez, moi je suis Plantagenet, je suis Angevin, ou je suis anglo-normand, mais mes ancêtres, c'est quand même des Bretons, c'est le roi Arthur. » Ce qui, bien sûr, c'est un vol éhonté de ce personnage. Michel Pastoureau, qui a co-dirigé avec vous donc cet ouvrage, il parle d'une littérature militante en expliquant que en fait les romans arthuriens cherchent à imposer une vision du monde et de la société. Oui, c'est Michel Pastoureau, c'est le grand spécialiste des couleurs et de l'héraldique. Et il a fait des études très poussées, d'une grande valeur, sur les armoiries qu'utilisaient les nobles. Et ces armoiries, très souvent, étaient d'inspiration arthurienne. Les chevaliers de la table ronde, donc, avaient
je ne sais pas, des lions ou des dragons ou des échiquetés, des couleurs sur leurs armoiries, sur leur écu. Et très souvent, ils s'inspiraient de cette vision très particulière du monde qui est colportée, véhiculée par les romans arthuriens. Parce que les romans arthuriens sont porteurs de valeurs courtoises, de valeurs nobiliaires, aristocratiques, de valeurs guerrières aussi, mais pas n'importe quelle guerre dans la sauvagerie. C'est une guerre, au contraire, chevaleresque, où l'on respecte un certain nombre de codes, entre autres choses parce qu'on se bat entre nobles. Donc des gens qui sont très souvent, quel que soit leur bord, apparentés et qui se respectent. Il suffit de demander merci si vous êtes battu et bien sûr on épargne d'autant plus votre vie qu'on peut vous rançonner, c'est beaucoup plus intéressant et en plus on ne fait pas couler le même sang parce que peut-être que celui que vous venez de battre au combat, désarçonné grâce à la cavalerie que vous maîtrisez mieux que lui ou où vous êtes plus fort, en équitation, eh bien, cette personne-là a épousé votre sœur ou il descend de votre grand-mère, tout comme vous, c'est votre cousin germain. Donc, il y a des valeurs aristocratiques, chevaleresques qui... donc, c'est ce sens de ce que dit Michel Pastoureau, une vision du monde qui est transmise par les romans. Mais c'est comme de nos jours, les gens regardent des séries télé ou des films et... ils s'en inspirent aussi pour leur comportement. Et en même temps, les metteurs en scène, les scénaristes s'inspirent aussi de ce qu'ils voient autour d'eux. Ils transmettent les valeurs de la société du XXIe siècle dans leur fiction. C'est le jeu. Alors, est-ce que si on lit les romans arthuriens, on va apprendre quelque chose de la réalité de la chevalerie ou elle est quand même assez idéalisée ? Très bonne question. C'est un modèle, certainement. C'est ce à quoi il faut tendre. Il faut imiter par son élégance Gauvin, par son honnêteté, sa religiosité, sa spiritualité Galade, ou par son dévouement en amour Lancelot, ou pour son envie d'apprendre Perceval. Bien sûr, il y a des valeurs qui sont transmises par tous ces personnages que l'on voudrait imiter. Mais, bien entendu, c'est un modèle, la chevalerie. C'est-à-dire que le terme chevalerie a deux sens. Il y a d'une part un groupe de combattants à cheval, d'après des techniques très élitistes que seuls quelques-uns peuvent apprendre s'ils ont les moyens de se payer 3 ou 4 destriers, de chevaux de guerre, et qui peuvent passer leur journée à s'entraîner, essayer de mettre une pique sous votre aisselle et mettre votre cheval à galop, et essayer d'abattre même un mannequin. Enfin, vous y arriverez pas. Il faut beaucoup d'heures d'entraînement, vous voyez. Donc, c'est un combat d'élite. Ça, c'est la chevalerie. Mais en même temps, c'est un ensemble de valeurs profondément christianisées, parce que nous sommes dans une société où l'Église est devenue centrale à partir du XIe, XIIe siècle, avec ce qu'on appelle la réforme grégorienne aussi, puis aussi la diffusion de pratiques, d'une morale qui imprègne de plus en plus la société, y compris à commencer par la société aristocratique, nobiliaire, qui fait la guerre. Et donc vous avez ce double sens de la chevalerie. Donc les romans, ce sont des romans de chevalerie, effectivement. C'est un idéal. Pensez au Quichotte. Cet homme perd la tête, comme Madame Bovary perdra la tête en lisant des romans à l'eau de rose. Lui, il les perd en lisant les romans arthuriens et il part à l'aventure d'une façon extrêmement idéalisée, belle, mais il décolle de la réalité. Bien sûr, il plane, comme on dit. Il y a beaucoup de femmes dans les romans arthuriens. Alors, vous avez évoqué notamment Guenièvre, mais alors c'est peut-être pas le plus beau modèle. Enfin, en tout cas, c'est pas comme ça qu'elle est mise en avant. Mais c'est quand même toujours au service d'une certaine morale et de la morale du mariage. Ça a l'air important pour ces auteurs vraiment d'insister sur cette morale du mariage. Est-ce que vous avez une explication L'explication tient d'abord au fait que très souvent ces romanciers sont des clercs, tout simplement, parce que pour faire des études un peu poussées avant la fondation des universités, et même après, à partir de 1200, avant vous avez des écoles cathédrales, et pour pouvoir avoir la licence de prêcher, d'enseigner, la permission de l'évêque ou de l'écolâtre du chapitre cathédral d'enseigner, il faut être tonsuré, il faut appartenir au clergé, il faut maîtriser le latin,
Il faut au moins avoir un ordre mineur, comme on dit, avant le subdiaconat, le sous-diaconat. Donc, on est dans un monde profondément religieux, bien sûr. Et puis aussi, vous avez, à partir du XIIIe siècle, cette volonté de communiquer des messages religieux, de convertir par le roman. Et c'est très clair dans les romans en prose, les grands romans. Dans le recueil, vous avez La quête du Saint Graal, c'est une espèce de sermon, toutes les 3 pages. Alors ça nous déroute un peu, ça nous déconcerte un peu, mais c'est cette volonté de faire passer des messages religieux avec des femmes extraordinaires. La sœur de Bohort, par exemple, une jeune fille extrêmement stricte qui donne sa vie pour une méchante reine, mais bon, elle préfère se vider de son sang pour que celle-ci puisse être guérie de la lèpre. Et elle accompagne les 3 héros de la quête du Saint Graal, Galad, Bohort et Perceval. Donc il y a cette féminité qui est très présente, des femmes extraordinaires, c'est vrai. Même Guenièvre, elle a, bien sûr, elle peut être extrêmement ambitieuse ou imbue de sa personne, où elle veut exiger tout, surtout chez Chrétien de Troyes, de Lancelot, l'humiliant parfois en public. Mais en même temps, vous avez aussi des romans tardifs où Guenièvre apparaît comme une épouse très fidèle d'Arthur, très pieuse aussi, qui va à la chapelle toutes les 3 ou 4 heures pour dire ce qu'on appelle les heures, les psautiers. Donc il y a de tout, mais cette présence féminine est très intéressante. Le protagonisme de ces femmes dans les romans. Lodine, par exemple, l'épouse d'Yvain, le chevalier au lion, qui a des pouvoirs presque féeriques, qui sa domestique a des anneaux d'invisibilité, ou Morgane, qui est capable de guérir avec des onguents les blessures les plus incroyables, même guérir la folie, la schizophrénie. Donc ce sont des femmes qui ont des rôles très importants, bien sûr. On est dans le cadre de l'amour courtois, où l'homme doit se faire tout petit, vassal de la femme qu'il cherche à conquérir, et celle qui mène la danse, celle qui décide à quel moment elle va accorder ses grâces à tel ou tel de ses soupirants. Un ouvrage éminemment spirituel, vous l'avez dit, vous avez évoqué donc le Saint Graal. Le Saint Graal, je précise, c'est la coupe qui aurait recueilli le sang du Christ, donc c'est quand même un des personnages principaux, si je peux m'exprimer ainsi, des romans arthuriens. Est-ce que il nous dit quelque chose aussi des réformes spirituelles ou des débats théologiques de l'époque ? Oui, vous faites bien de dire que c'est un personnage. Vous savez, on est de plus en plus sensibles, les médiévistes, grâce au grand progrès de l'archéologie, à l'objet en tant que tel. Il y a même une expression anglaise qu'on utilise de plus en plus, qui est l'agency. Agency, c'est la capacité d'agir d'un objet. Et le Graal est porteur d'une grande spiritualité. Dès le début de l'apparition dans un texte arthurien, c'est Chrétien de Troyes, dans le conte du Saint Graal, dans Perceval, le Gallois, eh bien, il porte l'hostie. Et il y a un grand débat théologique à l'époque autour d'un écolâtre de Tours qui s'appelle Béranger, qui n'accorde qu'une valeur symbolique à l'Eucharistie, mais aucune réalité christique. Eh bien, il y a un grand débat autour de la transsubstantiation. Est-ce que l'Eucharistie est présente ou pas ? Et Bernard de Clairvaux en particulier, mais d'autres grands théologiens, mettent tout leur savoir dans le débat pour montrer que le Christ est réellement présent sous les apparences du pain et du vin. Et effectivement, comme vous l'avez dit, le Graal est dans la tradition de ce qu'on appelle les évangiles apocryphes, des évangiles qui ne sont pas canoniques, admis par l'Église, mais qui ont d'autres traditions. Depuis les premiers temps du christianisme, on pensait que le vase sur lequel le Christ avait consacré lors de la scène son corps, son sang. Ce vase est utilisé par Joseph d'Arimathie, un chevalier, et au moment de la crucifixion pour cueillir son sang. Et c'est ce Graal aussi que l'on retrouve ensuite au château du roi Pêcheur avec accent circonflexe,
ces rois perclus, dont le père ne se nourrit que d'Eucharistie qu'on lui apporte dans ce cortège merveilleux où de ce vase surgit une lumière surnaturelle. On lui apporte donc l'Eucharistie pour se sustenter aussi, pas seulement spirituellement, puisqu'il ne vit que d'Eucharistie. C'est très fort théologiquement, en fait. Quand on vous entend, on se rend compte vraiment de la puissance spirituelle de ces différents romans. Par rapport à leur diffusion, est-ce que tout le monde a connaissance d'Arthur ? Peut-être que tout le monde ne lit pas les romans arthuriens, mais est-ce qu'ils ont été finalement traduits ? Est-ce qu'on sait qui lisait ces écrits ? Oui, on a beaucoup d'éléments qui prouvent cette diffusion. On a d'abord dans des églises des représentations du roi Arthur. On a une église au sud de l'Italie, à Otrante, où on a une très très belle mosaïque, où l'on voit Arthur qui se bat contre un bouc, contre un chat, pardon. Lui, il monte un bouc et il se bat contre le chat palu. C'est difficile à interpréter. On a aussi la scène de la libération de Guenièvre par Arthur dans une église donc, du nord de l'Italie, à Modène. Donc, les gens connaissaient. Il y a des sermons aussi où il y a des allusions au roi Arthur, Alred de Rivaux, un cistercien du XIIe siècle, qui se plaint que les novices s'endorment quand il prêche sur la passion du Christ, mais qui se mettent à pleurer quand il se met à prêcher, où il utilise l'exemple d'Arthur pour captiver leur attention. Donc il y a une diffusion qui est très très vaste, hein, pas seulement dans la noblesse, mais Arthur est populaire parce que les jongleurs étaient capables de captiver leur public par ses récits, par ses contes extrêmement suggestifs pour le public. Donc il y a même un texte qui dit qu'ils étaient écoutés jusqu'en Terre Sainte, et on sait que la première fois où des chevaliers dans un tournoi se sont déguisés en chevaliers de la table ronde, c'était sur l'île de Chypre. Donc on est très très loin de la Grande-Bretagne, avec des chevaliers latins qui sont imprégnés de cette littérature. En quelle langue étaient écrits ces romans arthuriens ? La langue par excellence, bien sûr, c'est le français, mais l'allemand aussi est utilisé, ou bien le castillan, le catalan, hein, toutes les langues romanes, l'italien, mais le français, c'est un peu la langue de la cour, la langue de la culture. Une fois on commence, pour les affaires profanes, bien sûr, le latin reste majoritaire pour toutes les sciences ou pour les questions religieuses. Il y a le français, mais il y a des histoires incroyables. Quand Richard Cœur de Lion a été fait prisonnier par le duc d'Autriche, Léopold, puis livré à l'empereur romain germanique Henri VI, pour le sortir des geôles impériales, sa mère, Aliénor d'Aquitaine, a ramassé une rançon extraordinaire de 10 000 marks d'argent, mais il lui fallait aussi des otages pour remplacer Richard, en attendant que l'ensemble de la somme soit versée à l'empereur. Et parmi eux, il y avait un noble de Basse-Normandie, du Cotentin, qui s'appelait Morville, et Hugues de Morville a avec lui un roman du Lancelot. Et il y a un prêtre allemand qui s'appelle Ulrich von Sachisthofen, donc du lac de Constance, qui emprunte son roman et qui le traduit en allemand. C'est le Lanzelet. Donc c'est quand même une histoire incroyable. Tout ça, il le raconte il dit voilà comment j'ai trouvé cette matière. Donc on est au cœur de l'Empire romain germanique, très très loin de la Bretagne. Et là encore, on traduit en allemand et même jusqu'au Tyrol. Vous avez aussi des peintures sur l'histoire divine dans un petit château perdu dans les Alpes. Enfin donc ça transite aussi par d'autres langues, bien entendu. Et alors, ce qui est très intéressant, c'est Michel Pastoureau qui écrit sur ce sujet, c'est qu'il explique que dès le milieu du XIIIe siècle, des noms et des personnages des romans arthuriens vont inspirer en fait les populations qui vont décider d'appeler leurs enfants Perceval, Lancelot, Arthur, parce qu'ils ont aimé les romans arthuriens. Oui, absolument. Hein, c'est comme de nos jours, les jeunes vont s'appeler Kevin ou Kira ou que sais-je, des noms des acteurs des films américains ou anglais qu'ils voient. Les premiers exemples, c'est le milieu du XIIe siècle et c'est un Poitou. Parce qu'à la cour de Guillaume IX, le troubadour, duc d'Aquitaine, à Poitiers,
on sait qu'il y avait des bardes qui venaient de Bretagne ou du Pays de Galles, en particulier Blédry ap Cadifort, et un de mes collègues de l'université de Poitiers, dans les années 1950, avait étudié ce qu'on appelle les cartulaires, c'est-à-dire les recueils des chartes de documents des ventes, d'achats, de donations, et quand il a vu les gens qui faisaient ces ventes, ces donations, parfois il s'appelait Lancelot, parfois Arthur, Gauvin. Donc on voyait une diffusion d'onomastique sur laquelle effectivement Michel Pastoureau a fait des travaux remarquables. Donc c'est vraiment le best-seller du Moyen-Âge. Alors je rappelle quand même que le Moyen-Âge c'est 1000 ans, donc il faut prendre en compte que les personnages évoluent aussi en fonction des gens qui en écrivent l'histoire. Est-ce que ces romans de la table ronde, l'histoire d'Arthur, elle a vraiment fasciné du Moyen-Âge à nos jours, ou est-ce qu'il y a des moments où elle a été un peu mise de côté dans l'histoire ? Oui, très bonne question. Le XVIe siècle, c'est très souvent identifié en tant que contre le Moyen-Âge, voilà. Donc même l'expression Moyen-Âge se diffuse comme de temps obscurs, comme des périodes sombres à partir du XVIe siècle. Et on le voit très bien chez les écrivains du XVIe, même quelqu'un qui est profondément médiéval par sa grivoiserie, par ce côté fabliau, conte à boire ou chanson à boire, qui est Rabelais, il raconte, pour lui déjà le Graal c'est devenu la bouteille à vin qu'il faut que tout ivrogne se doit de rechercher, et puis il tourne en ridicule le chevalier de la table ronde. Montaigne au XVIe siècle vous dit que c'est un fatras, toutes ces histoires dont enfants s'amusent, ça n'a aucun intérêt. Même Cervantes au début dit Quichotte, mais c'est plus subtil. Il y a un auto-da-fé où le curé du village, le barbier, brûle une grande partie de la bibliothèque arthurienne du Quichotte. Mais en même temps, on sent qu'il y a une fascination, parce que de temps en temps, ils disent « Ah non, ce roman est trop bon, on ne peut pas le mettre au feu. » Vous voyez, et c'est l'écrivain qui parle. Donc, il y a toujours une certaine fascination. Mais bon, il y a un mépris aussi à partir du XVIe siècle. Et puis, un autre aspect en Angleterre qui est très fort, puisqu'on parle beaucoup de politique, c'est que les Anglais, tout à coup, se disent « Mais nos origines, c'est les peuples germaniques, nous sommes des Germains, nous sommes des Anglo-Saxons, nous ne sommes pas du tout de Bretons. » Et surtout, la dynastie gouvernante, c'est les Hanovres. Donc, c'est une dynastie qui vient d'Allemagne. Et les Bretons, pour nous, c'est quoi ? Les Celtes, c'est une sous-race. C'est les Irlandais que nous sommes en train de... En plus, c'est des catholiques, donc d'écraser de l'autre côté du canal Saint-Georges, de la mer de l'Irlande. Donc, vous voyez, ils sont un peu dans cette mentalité. Après, ça change, oui, parce qu'il y a 39-45, et il y a un discours où Churchill met en avant les gestes du roi Arthur. Et là, on est dans une révolution copernicienne. Je pensais que les Bretons, pour vous, c'était des abrutis. Regardez à nouveau, vous les récupérez. Et de nos jours, il y a une fascination pour le monde arthurien en Grande-Bretagne, bien sûr après la guerre, et un mépris pour le monde germanique qui est beaucoup plus, bien sûr, qui a changé avec les événements que l'on connaît. Et puis alors, il y a certains personnages que tu n'es pas forcément appréciés au Moyen-Âge qui nous fascinent beaucoup plus aujourd'hui. Et je pense bien entendu à Merlin. Merlin l'Enchanteur, beaucoup de critiques et d'analyses de ce personnage, alors que vous dites que le public médiéval était quand même plus réservé. Oui, c'est Michel Pastoureau qui travaille plus sur le XIVe, XVe siècle. Au contraire, moi je trouve que au XIIe, XIIIe, il y a une certaine fascination pour Merlin. C'est lui qui initie Arthur quand il est jeune, parce que, qu'il est à l'origine de la conception qu'Arthur puisse être engendré, parce qu'il transforme son père physiquement en Gorlois, le mari d'Igerne, et c'est comme ça qu'il est conçu. Et ensuite, Merlin, surtout, aide Arthur à arriver à la royauté, même s'il disparaît, c'est vrai. L'épreuve du Perron, pour nous, c'est Walt Disney, ou l'épreuve où il doit tirer Excalibur du rocher. Dans les versions médiévales, c'est vrai, Merlin disparaît à partir de ces moments-là. C'est vrai qu'il y a un côté qui n'est pas très catholique, pas très chrétien chez Merlin. C'est ambigu, parce que dans l'histoire aussi de Robert de Boron, vers 1200, Merlin est engendré par un démon qui féconde sa mère, une brave femme, en profitant de son sommeil. Mais cet enfant,
le côté obscur de la force est écrasé par la bonté de sa femme et de son directeur spirituel, le père Blaise, donc le curé Blaise. Et petit à petit, donc, il réussit à ce que le côté le plus positif, le côté angélique du diable prenne le dessus, vous voyez. Donc là encore, il y a une lecture qui est positive dans ce tandem qu'il fait avec Blaise. Donc c'est un personnage qui est pas si négatif que ça. Puis il y a toute la fascination pour ces prophéties. On a traduit dans toutes les langues européennes les prophéties de Merlin. C'est merveilleux, ces textes. C'était des oracles qu'utilisaient les Bretons pour se remonter le moral en disant, bon là, ils nous écrasent, les anglo-saxons, mais ça va être un jour, ça va être différent, c'est nous qui allons gagner. Donc, et ces beaux textes très poétiques, très métaphoriques, sont toujours utilisés au Moyen-Âge. Et quand est-ce qu'il perd un peu justement cette figure de subversion bretonne, Arthur ? Quand est-ce qu'il devient un personnage presque totalement romanesque et imaginaire ? Oui, ça commence déjà avec Chrétien de Troyes à la fin du XIIe siècle, puisque dès lors que l'on raconte ces histoires à la cour du roi d'Angleterre, qui est en train de se battre contre les Gallois ou contre les Bretons armoricains, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il est comte d'Anjou, duc de Normandie, donc des ennemis aussi des Bretons traditionnels, là, on commence à raconter des histoires pour s'amuser, et donc cette dimension subversive se perd de plus en plus. Il y a une banalisation d'Arthur. Ce n'est plus le paladin de la résistance celtique contre les Normands, contre les Germains, mais c'est autre chose. C'est quelqu'un dont on raconte des histoires charmantes au coin du feu, avec des jongleurs qui les récite très bien, et ça devient en même temps un personnage de la fiction. Donc ça commence à ces moments-là, mais bon, en parallèle, il y a toujours des tentatives de récupération politique. La plus spectaculaire, bien sûr, c'est l'invention, au sens médiéval du terme, une vénérée, découvrir, trouver, de son tombeau à Glastonbury, à la frontière du pays de Galles, toujours en Angleterre, où les moines donc font une sorte de fouille archéologique et trouvent Arthur et Guenièvre enterrés sur place dans leur monastère. D'ailleurs, le terme glace, c'est la transparence, c'est le verre, et c'est une zone très marécageuse. Donc il y a aussi cette idée que on passe de l'au-delà, de l'Ansa à l'au-delà, dans le monde des morts, dans ces lieux extrêmement donc aquatique, qui est le pays autour de Glastonbury. Mais c'est là qu'on découvre son cadavre. Et dès lors qu'on découvre le cadavre, ce n'est plus cet Arthur qui peut ressusciter, qui peut revenir de l'île d'Avalon, où des fées Mantes, à commencer par sa demi-sœur Morgane, soignent ses blessures pour qu'il revienne en force, pour qu'il amène les Bretons vers la victoire. Non, c'est quelqu'un qui est mort, comme vous, comme moi. En plus, l'Église trouve ça beaucoup plus normal, parce que les revenances, ça fait un peu désordre. Soit on est au ciel, soit on est au purgatoire, soit on est en enfer, mais on ne revient pas voir les vivants, sauf si c'est pour leur transmettre des messages théologiques. Ça peut arriver aussi, mais c'est de plus en plus exceptionnel, vous voyez. Donc c'est une forme de normalisation d'Arthur qui reste un personnage romanesque, de fiction désormais. Merci beaucoup Martin Aurel. Merci Marie-Gwen. Merci beaucoup pour cet entretien. Oui, je ne peux pas mentir. Moi aussi, je pense que mon prénom a été inspiré en partie des romans arthuriens. Donc, je rappelle que vous venez de publier donc avec Michel Pastoureau, le grand spécialiste des couleurs au Moyen-Âge et de l'héraldique, Les Chevaliers de la Table Ronde, roman arthurien. C'est aux éditions Quarto Gallimard. Je vous remercie, chers amis, pour votre écoute et pour votre fidélité. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro de Nos Mémoires.